L'heure de se retrouver pour votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, l'Union européenne face aux défis migratoires. Réunis à Malte, les 27 se sont fixés une dizaine de priorités. L'une d'entre elles associe à leur stratégie les tribus nomades du sud de la Libye. Ils espèrent ainsi réduire les arrivées clandestines en Italie. L'Angola pourrait bientôt tourner une page de son histoire. Après 37 ans de règne sans partage, le président Dos Santos ne participera pas à la présidentielle d'août prochain. Il veut passer le relais à l'un de ses ministres, un fidèle parmi les fidèles. Et puis on vous emmènera à la fin de ce journal à Yaoundé au Cameroun. Les supporters vibrent déjà à l'idée de voir leur équipe brandir le précieux sésame, la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables défient les pharaons d'Égypte ce dimanche à Libreville. Briser le modèle économique des passeurs, sécuriser les frontières ou encore assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région. Voilà quelques-unes des priorités fixées par les dirigeants européens réunis à Malte. Les 28 ont voulu afficher leur unité face aux défis migratoires. La Libye est en première ligne, principale porte d'entrée de l'Europe. Le pays voit transiter 90% des candidats à l'exil. Je vous propose d'écouter le Premier ministre libyen. Nous devons maintenir la coopération avec l'Union européenne dans le suivi de la frontière sud afin de prévenir les flux migratoires. Nous devons poursuivre la lutte contre la contrebande et limiter le nombre de personnes déplacées en mer. Nous devons commencer à lutter contre ce phénomène qui nous touche tous. Voilà pour la déclaration du Premier ministre libyen. Et puis sachez qu'au moment même où se tenaient ces discussions, près de 1300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes. Des hommes, des femmes et des enfants répartis sur 13 embarcations de fortune. Ils ont été pris en charge par des navires italiens et britanniques. La tournée africaine du roi Mohamed VI, après avoir inauguré un hôpital de campagne à Juba, au Soudan du Sud, le souverain s'est envolé vers le Gabon. Il s'agit cette fois d'une visite privée. Depuis son grand retour au sein de l'Union africaine, le souverain tente de renouer les liens avec le continent. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi. Voilà ce qu'il avait déclaré lorsque le royaume réintégrait officiellement l'organisation panafricaine. Le Nigeria, confronté à l'insurrection de Boko Haram depuis plus de 7 ans maintenant, un conflit qui a déjà coûté la vie à des centaines de civils et séparé plusieurs dizaines de familles. 30 000 enfants vivent aujourd'hui loin de leurs parents et retrouver un proche relève bien souvent du miracle. Voyez ce reportage de Rosie Collier, Emmanuel Landé et Florence Tomaso. Les 2 heures d'attente à l'aéroport de Maïdougouri paraissent plus longues que les 2 ans qu'ont passé les parents et la sœur de Fatima à prier pour qu'elle revienne. Ma fille a été enlevée par Boko Haram. Nous ne l'avons pas vue depuis. Mais on nous a dit qu'elle nous serait retournée aujourd'hui. Nous sommes donc ici pour accueillir notre fille. C'est la Croix-Rouge qui a ramené Fatima au Nigeria. Elle s'est échappée de Boko Haram et a fui vers le Niger. L'attente est donc terminée. Bouleversée, les larmes aux yeux, la mère de Fatima est l'une des rares chanceuses à pouvoir retrouver sa fille. 30 000 enfants ont été séparés de leurs parents par le conflit. Pour nous, le plus grand défi, ce sont tous ces lieux où nous n'avons pas accès. Beaucoup de gens y sont encore bloqués. Nous espérons retrouver ces personnes. Ce sont des ONG locales qui aident majoritairement les familles à retrouver leurs proches. Ils voyagent loin pour réunir les familles. L'histoire des parents doit correspondre à celle de l'enfant ou de son tuteur. Des preuves, comme des photos, sont amassées tout au long de la recherche. Au moment où je suis rentrée après avoir laissé mon fils chez ses grands-parents, les soldats sont entrés dans le village. J'ai été arrêtée avec plusieurs autres personnes et emmenée à la caserne et j'ai été blessée dans le processus. J'ai donc passé 7 mois à l'hôpital sans savoir où se trouvait mon fils. Pour Amina, son vécu correspond à celui de son fils. On lui montre une photo et c'est lui. Elle est certaine, bien qu'il ait maintenant 3 ans de plus. Le garçon retrouvera sa famille dans les prochaines semaines.
Il tire sa révérence. Après 37 années de règne sans partage sur l'Angola, José Eduardo dos Santos veut passer le relais. Il ne briguera pas de nouveau mandat en août prochain, mais il confie son fauteuil à l'un de ses fidèles. C'est l'actuel ministre de la Défense qui lui succédera. Une décision qui avait déjà été annoncée en mars dernier. Laurent Berstecher. C'est désormais officiel. José Eduardo dos Santos ne se représentera pas aux élections présidentielles. Un tournant historique pour nombre d'Angolais qui assisteront pour la première fois à une passation de pouvoir. La transition ne devrait toutefois pas apporter de grands bouleversements. Dos Santos a déjà désigné son successeur, le ministre de la Défense, João Lourenço. Il a également affirmé vouloir rester en politique. La vraie nouvelle, c'est que Dos Santos s'accroche. Il va garder une position de pouvoir au sein du parti et il gardera donc le contrôle. Et le président devra le consulter. Ancien combattant rebelle, Dos Santos arrive au pouvoir en 1979, 4 ans après l'indépendance de l'Angola. Le pays est alors plongé dans une violente guerre civile où sont impliqués Américains et Soviétiques et qui durera près de 27 ans. À la sortie du conflit en 2002, les importantes réserves de pétrole angolaises permettent au président de moderniser le pays et ses infrastructures. Mais les accusations de corruption se succèdent. Alors que la famille Dos Santos s'enrichit à vue d'œil, des millions d'Angolais continuent de vivre dans la misère. Le président étend également son influence sur l'ensemble du pays, de la justice à l'économie, et réprime violemment l'opposition. Symbole de sa mainmise sur l'Angola, Dos Santos a nommé en juin dernier sa fille Isabelle à la tête de la Sonangol, la compagnie nationale d'hydrocarbures. La Zambie est-elle précurseur en matière de droits des femmes au travail ? Depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement les autorise à prendre un jour de congé par mois au moment de leur menstruation, surtout si elles souffrent de règles douloureuses. Et gare au patron qui refusera à leur employé leur journée des mères. Quand ces règles sont trop douloureuses, Choupe Luchembe ne va pas au travail. Pas besoin de fournir un certificat médical ou de donner des explications à son employeur. En Zambie, la loi permet aux femmes de rester chez elles un jour par mois. Cela m'aide à gérer mes besoins physiologiques. En tant que femme, c'est évident qu'une fois par mois, j'ai besoin d'un jour loin du bureau pour prendre soin de moi correctement. Par pudeur, cette journée est surnommée la fête des mères, que les femmes aient des enfants ou pas. Ce droit unique en Afrique a été instauré en 2015 et seuls quelques pays asiatiques ont des lois similaires, comme le Japon ou l'Indonésie. Mais tous les Zambiens n'approuvent pas cette mesure. Certains assurent que beaucoup de femmes abusent de ce droit. Je n'ai jamais pris la fête des mères. À mon avis, donner 12 jours de congés supplémentaires par an à la moitié de la population active, c'est contre-productif. Les fonctionnaires comme les employés du privé ont le droit à cette journée non travaillée. Et même si certaines entreprises se plaignent de l'impact sur la productivité, le gouvernement défend la loi. Toutes les femmes ne prennent pas la fête des mères en même temps, ça tombe à des moments différents. Si elles partaient toutes le même jour, alors oui, d'accord, les entreprises fermeraient. Mais ce n'est pas le cas et il n'y a aucune preuve que la productivité soit faible ou ait été affectée. Certaines femmes rapportent des abus dans l'autre sens, des patrons qui refusent d'accorder cette journée. Mais au final, cette loi est appliquée sans trop de friction, à la grande fierté des ONG, dans un pays où tout ce qui est lié à la sexualité est généralement tabou. Et puis un mot de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment. J-2 avant l'heure de vérité. Les pharaons d'Égypte défieront les lions indomptables à Libreville ce dimanche. Des retrouvailles qui marquent aussi le retour des deux équipes au plus haut niveau après 7 années difficiles. Et à Yaoundé, vous allez le voir, la ferveur a déjà gagné les supporters. C'est le reportage de Marcela Moko et Zigoto Tchaya. Des maillots aux couleurs des lions indomptables qui s'arrachent au prix fort. Désormais vendus 10 000 francs CFA, environ 14 €, soit le double de leur prix avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Une flambée de prix depuis la qualification du Cameroun pour la finale de la CAN. Une bonne affaire pour les vendeurs comme Alex, qui voit revenir des clients qui boudaient leur équipe nationale. Il y a des Camerounais qui sont venus ce matin pour s'acheter les maillots parce qu'ils attendaient la victoire des Lions. Ils ne croyaient pas que les Lions pouvaient arriver à ce niveau.
Un billet inespéré pour la finale de dimanche, obtenu après la victoire contre le Ghana. Un match à haute tension devant des millions de Camerounais, retenant leur souffle devant leur écran dans les cafés et bars de la capitale. Au bout du suspense, les buts de la qualification salués par une explosion de joie. Le Cameroun rêve désormais d'un 5e titre continental face à l'Égypte dimanche. Un match au centre de toutes les conversations dans les émissions sportives comme sur cette radio de Yaoundé. Le Cameroun peut-il briser le signe indien? Au micro, les pronostics se veulent optimistes. Avantage aux Lions. C'est du 50-50 pour un départ, mais je crois que sur le plan, n'est-ce pas, de la valeur des deux équipes, pendant cette CAN, le Cameroun prendra le dessus. Cameroun-Égypte, comme une répétition des finales de la CAN de 1986 et 2008, comme un air de revanche pour les Lions qui visent un nouveau titre de roi d'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Vous restez sur France 24, l'information continue.